Un jour, il y avait des pêcheurs de traîne. Quand ils prenaient le poisson le matin, ils embarquaient dans la barque, dans l'étang d'Otto, ils traversaient l'étang d'Otto et ils allaient devant la mer. Ils étaient 7 pêcheurs. Et le matin, ils faisaient des provisions. Alors il y avait un vieux là, le grand-père de mon cousin Nicolas, il s'appelait Antillat. Et alors on avait fait une farce. Dans la rue, ils avaient trouvé un chat mort. Il avait mis un morceau de papier, puis un journal, et ils sont partis de l'étang, ils avaient été à la plage. Quand il l'a mis au milieu de l'étang, il faisait miaou, miaou, miaou. Et lui qui était italien, il dit, qu'est-ce qu'il dit miaou? Et on dit miaou, les autres. Alors ils s'en vont à la plage, là-bas. Alors, attends. Alors, pourquoi il faut parler? Fais voir. È raro di vederti arrattare la mare, monsieur. È raro di vederti arrattare la mare. Je sais pas, une idée m'est venue, j'ai pris une assiette qu'il y avait là. C'est donc ici que je dors. Je suis partout à la fois. On voit tout de la traîne. En plus, c'était des gens qui faisaient avec le tracteur, donc ils n'allaient pas m'attendre. À un moment donné, je suis dans la barque avec le tracteur qui me tracte. Tu vois, je suis dans l'eau, ça bouge. Enfin, je suis partout. Je vais vous montrer un film sur les paydolades en fait et les grillades. Alors ça c'est les paydolades. Ça c'est mon père qui faisait ça parce que c'était un pêcheur de traîne. Hein. Et donc c'est du poisson cuit à l'eau de mer avec des pommes de terre et qu'on mange comme ça quoi, sur des joncs. Mais ça vous connaissez pas. Je crois qu'en fait, la première fois que j'ai vu une mise en scène dans ma vie, c'était la pêche à la trahine. J'avais la cabane que mon père construisait. Et donc on vivait là. Quand on commençait la pêche à la trahine, tout d'un coup, il devenait un directeur, quoi. C'est-à-dire qu'il dirigeait tout le monde, même des gens qu'il ne connaissait pas, il les engueulait. Il y avait toute cette poésie aussi de la pêche, tout ça. Charlot, mon père, quoi, il était comme un fou. Tout d'un coup, il devenait vraiment le metteur en scène de cette histoire, quoi. Tout d'un coup, il se dédoublait, et il était là, il était directif. Alors, à partir du moment où on tirait le filet, justement, sur la plage et tout ça, il était comme un jobard. À ce moment-là, il fallait que ça se passe bien. Il savait qu'il avait affaire, en plus, à des néophytes, évidemment. C'était des estivants, la plupart du temps, ils les connaissaient pas ni rien, ils les engueulaient, et les gens, du coup, ils travaillaient vraiment, quoi. Ils étaient dedans, tout d'un coup, ils pouvaient plus rien faire. Tout fonctionne par rapport aussi à la lune, hein. Donc il faut regarder que la lune soit bien à telle heure, admettons, la prime, donc c'est à 9h30 du soir qu'on commençait à aller, justement, à la rame doucement, pour pas effrayer le poisson, commencer à caler le filet, tout ça, à revenir. Et c'est là, en fait, que tout d'un coup, ça speedait, quoi. C'est-à-dire que tout était calme au début, c'est un peu comme un grand morceau musical aussi, je pourrais dire. Il s'agitait comme un diable, comme ça. Et dans un grand périmètre, donc en fait, en voyant aussi à la fois les gens tirer, à la fois aussi cette histoire de barque qui partait comme ça dans la nuit, qui revenait, c'était vraiment un spectacle, quoi. Il arrivait à avoir une autorité en réalité qui était aussi cet aspect-là en même temps qu'on peut trouver justement en faisant un peu de théâtre, comme moi par la suite. Bon, c'était bien parce que, je veux dire, il y avait... on se réveillait avec le bruit de la mer, tout ça. Charlot, donc, il dirigeait les gens et tout, et en même temps, il les dirigeait de façon subtile. Hein. C'est-à-dire qu'il les connaissait pas, il les avait peut-être rencontrés dans l'après-midi, mais tellement qu'il leur parlait, tellement qu'il se racontait lui-même, hein, il arrivait à les captiver, quoi. Et les gens, du coup, ils restaient avec lui, et ils admettaient même hein, de se faire engueuler s'ils avaient mal tiré la traîne et tout ça. Donc, du coup, il arrivait à ses fins, quoi. Par ce charme-là, par le fait de les embrouiller, de leur parler.
il avait droit quand même à 200 mètres de plage, quoi. Ce qui paraît énorme quand même, mais c'est vrai. Il avait droit à 200 mètres de plage pour lui. Et croyez-moi, il prenait le territoire entier. Mais donc, il tolérait plus ou moins les estivants sur son territoire, quoi, pour qu'il puisse se breuser, tout ça. Et souvent, quand même, ça partait mal, parce que des fois, ils se mettaient à l'ombre de la barque, et nous, on avait besoin de la barque, donc il fallait les virer, c'était rigolo. Cette vie sauvage-là, je l'aimais beaucoup, enfin, c'est vrai. Et pour ces gens-là, quand même, nous, on vivait dans une cabane qui appartenait au grand-père, quoi. C'était vraiment une cabane toute pourrie et tout, enfin bon, qui tenait le coup, mais avec un aspect quand même, un peu quand même, bon, caraque, quoi. Bon, mais c'est vrai que, bon, nous, ça nous a plu, quoi. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça m'a plu. Alors, pour le commun des mortels, on était comme des clochards, on nous laissait tranquilles. Et donc, les seuls qui s'approchaient pour eux, on n'était pas des clochards, on était des Indiens, et ça, c'était des artistes, en fait. Donc, on a rencontré pratiquement que des artistes, en réalité, parce que pour eux, ouais, on était un peu comme les derniers des Mohicans, quoi. Charlot, tout ça, son tipi, enfin, sa liberté, en plus. Et en fait, un jour, justement, à la plage, comme ça, il est arrivé des gens quand même assez célèbres, c'est-à-dire que c'était Jean Vilar avec sa famille, quoi. Et ils se sont mis là à faire des photos de nous, parce que justement, des petits qui vivent à la plage, c'était un peu extraordinaire et tout. Donc, en fait, on s'est liés d'amitié. Et puis, bon, c'est vrai que bon, c'était bien aussi parce que bon, il y avait beaucoup d'étrangers aussi en même temps. Et, bon, je trouvais ça sympathique, quoi. Ah, oui. Ça, au contraire, on était heureux quand même Là, il y a une anecdote assez rigolote justement par rapport à ça, parce que dans l'équipe des Villars et tout ça, justement, de la famille, là, chez les gars et tout, ils amenaient des jeunes là qui devaient tourner plus ou moins là, autour du TNEP, c'était soit des machinistes, peut-être c'était même des acteurs, je ne sais rien. Mais moi, ce que j'aimais, c'est cette convivialité. Enfin, ils étaient toujours en groupe, tout ça, avec des feux de bois, tout ça. Enfin, c'est vrai, bon, déjà, nous, on le faisait un peu aussi le soir. Tu sais, quand on finissait la pêche, tout ça, on se réunissait aussi souvent comme ça autour d'un feu. Et bon, ça, quelque part, on se rejoignait, quoi, avec ces jeunes-là. Les Big-Nick, ils étaient venus en 69. Pendant que le camping était interdit, ils étaient venus avec la famille de Villars pour justement qu'on les fasse camper à côté de nous. Je crois que c'était ma mère qui avait fait frire du poisson. Enfin, qui avait... frire, non, parce que, qui avait fait griller du poisson, voilà. Ce jour-là, ils sont venus vraiment une palanquée, quoi. Et c'était un peu comme des premiers hippies qu'on voyait, en réalité. Parce que ils ont commencé à se mettre comme ça à côté de la barque. Et les femmes, elles avaient les seins nus. Alors ça, c'est la première fois, je crois que c'était en 68 ou quoi, enfin, un truc comme ça. Ou en 69, je sais plus. Mais enfin, c'est la première fois que mon père, nous, enfin, tout le monde, on voyait des filles avec des seins nus, tranquillou, là, comme ça. C'est vrai que ça évoquait quand même la liberté, parce que bon, les jeunes femmes étaient déjà seins nus, quoi, tout ça. Pour l'époque. Alors nous, on était un peu comme des fous, tu vois, quand même avec Fanfan, parce que c'était pas qu'avec Fanfan, parce que c'était le moment où justement ces hippies, quoi, elles commençaient à se mettre les seins nus, quoi. Et quand même, Aldo, quand même, il était gonflé, et comme il était petit, lui, il a pu le faire, quoi. Il a pris du poisson comme ça grillé, il est allé l'amener aux hippies, comme ça. Et en fait, moi, j'ai vu ça, je l'ai suivi, du coup. Et, en fait, ils étaient trop timides pour leur amener le poisson cuit. Donc, moi, j'ai pris ce poisson et je suis allé le ramener. Et en fait, pour me remercier, toutes les hippies, elles m'ont prise et elles m'ont fait la bise en me transportant de l'une à l'autre, quoi. J'ai suivi pour aller voir les femmes du plus près et nous on rigolait parce qu'on savait bien que les adultes, eux, ils n'oseraient jamais venir, quoi. Ça m'a fait quelque chose quand même, cet instant-là, quoi, quand même, parce que c'était quand même, je sais pas, quoi, je me prenais pour un petit sultan, quoi. Même il y a un soir où il y a un yacht carrément qui est arrivé, 3 mâts, des amis à eux, enfin vraiment c'était grande classe, des fois c'était assez extraordinaire. Il y avait un côté,
hollywoodien, quoi. Aussi, il y a une histoire aussi qui m'a assez fait rire sur le coup que je l'ai faite. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai trouvé sur la plage une poupée blonde de platine. Et puis, j'ai eu envie justement de la scalper et de me mettre donc son scalp dans mon maillot, quoi. En fait, pour faire dépasser ses poils, justement, pour faire croire que j'étais vieux, j'étais plus vieux que ce que je ne paraissais. C'est vrai que mes parents, ils étaient d'une génération où, en fait, ils allaient vachement au cinéma et tout ça, donc ils n'avaient pas la télévision, on avait un poste de radio. Mais quand même, ils étaient comme des fous par rapport au film, quand même. Hein. Ils étaient vachement cinéphiles, que ce soit ma mère, que ce soit mon père. Donc ma mère, déjà, aimait beaucoup le cinéma, même en étant jeune, tout ça, enfin, en étant plus jeune. Alors, ma mère, elle collectionnait les cartes postales avec les stars d'Hollywood, tout ça, ils nous en parlaient beaucoup. Et je crois que c'est elle qui nous a donné cet amour du cinéma, quoi. Je crois que c'est elle qui nous l'a transmis. Parce qu'en plus, elle avait, et donc elle les a encore, elle avait des photos de vedettes, des photos noir et blanc, enfin, vedettes françaises, américaines, tout ça, d'acteurs et d'actrices, quoi. Et c'est vrai que chaque fois, elle nous les montrait, tout ça, et on était toujours en admiration, quoi. Et donc, c'était mélangé à des photos de famille. Et donc, du coup, les stars, elles étaient mélangées à des photos de famille. Et presque, c'était déjà, ils faisaient partie de la famille, hein, quelque part, eux aussi. On allait au Lynx, au Rio, tout ça. Enfin, c'était nos cinémas favoris, quoi. Jeune, par rapport à ça, j'avais toujours ce truc des images. Hein, les choses qui me plaisaient, c'était d'aller voir des films. Mes premières sorties de la maison, c'était quand j'étais tout petit. À l'âge de 9 ans, déjà, j'avais le droit d'aller au cinéma seul. Ben, il n'y a qu'une fois, je crois, quand on était partis tous, on avait vu, je crois qu'on avait vu Robin des Bois, un truc comme ça. Alors j'avoue que cette enfance à 7, avec justement une ville, hein, avec des plans complètement différents, parce que c'est une ville comme une île aussi, c'est une ville très cinématographique, enfin, surtout avant, quoi. Avec des endroits incroyables où on pouvait vraiment se retrouver ailleurs, avoir l'impression d'être ailleurs sur la surface de la Terre, mais pas forcément à 7. Hein. Et donc tout cet imaginaire-là, et c'est vrai que le fait que justement aussi ce soit très italien dans le sens très exubérant aussi et tout ça, comme c'était au quartier quand j'étais petit, ça avait vachement de rapport avec le cinéma, hein. Que ce soit le cinéma de Fellini, avec tout ce cinéma italien que j'ai adoré. C'est-à-dire que pour moi, quand je sortais des fois du Lynx, même dehors, il y avait une bagarre qui était pire que dans le western que je venais de voir, quoi. Le cinéma et la vie, à 7, c'était intimement lié pour moi. Tout était comme au cinéma, quoi. Un des épisodes les plus curieux, justement, de mes influences sur le plan cinématographique, hein, c'était quand j'étais petit, on n'avait pas la télévision, mais on écoutait la radio, et on avait un voisin qui avait la télévision, comme ça, qui vivait en bas de chez nous et tout. Et une fois, il nous propose, à ma soeur et à moi, Aldo, il était trop petit, je crois, à l'époque, hein, d'aller voir le Colosse de Rhodes de Sergio Leone chez lui. Ce soir-là, j'étais pris par la télé en même temps, parce qu'évidemment, j'en avais pas, donc chaque fois que je voyais une télé quelque part, j'étais comme un dingue. Hein. Je voyais le film, hein, et au moment donné, quand le Colosse s'effondre comme ça, à côté de moi, je regarde, c'est sa femme qui s'effondre, hein, parce qu'il venait d'y mettre une casque, elle est tellement forte, cher, que genre, alors, bon, moi, en même temps, je voyais de la violence à la télévision, mais en carton-pâte, quoi, et de la vraie violence à côté de moi, tout ça.
Je pense, comme tous les jeunes, j'ai fantasmé vachement sur les stars, quoi. Sur les femmes, comme ça. Et je pensais en plus, bon, j'étais timide, je n'osais pas affronter les filles. Je trouvais que quand même. Je commençais en voyant les films justement à dire tiens, pourquoi je ne me conduirais pas comme un tel dans tel film. J'avais toujours ce rêve quand même de faire des films pour justement, ou alors d'être comédien, pour être embauché justement, pour avoir un jour l'occasion, ne serait-ce que d'embrasser Isabelle Adjani, je sais moi. J'ai déporté mon ego à un moment. Ouais. Et j'ai appris un truc par rapport au théâtre, en fait, c'est moi ce que j'appelle le troisième œil, c'est-à-dire apprendre à se diriger dans la vie, tout ça, à se diriger, quoi. J'ai appris ça vraiment, je crois que c'est la seule chose que j'ai vraiment apprise, quoi. Dans ma vie, c'est l'art dramatique en réalité. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait après, par la suite, ça a été comme un acteur qui se prend pour un cinéaste, comme un acteur qui se prend pour un sculpteur. Pourquoi il m'a fait une classe pour être payé cher? Cette classe. Qu'est-ce que c'est cette classe? Une classe que je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible de te le dire toi? Allez, padrino. Dis-moi, ton fils. Ah, ben, elle a fait un bon père. Elle a levé la femme. Padrino, raconte-moi l'histoire de ta vie. Moi, je suis pêcheur, un père diamante. Qu'est-ce qu'il arrivait à ton père? Elle s'est fait à la frontière, à l'intimider. Pourquoi? Et pourquoi elle voulait faire le régiment en Italie? Il a fait rentrer dans une prison. On l'a enfermé. Quand il est ressorti, il est venu en France. Il est resté à 7. On a fait la pêche. Il a rencontré un type de Marseillais dans la traîne. Il s'appelle le Bousquet. Et toi, après, qu'est-ce que tu as fait? Après, moi, j'ai fait la pêche avec lui. Et après, j'ai tué pour le fait parce qu'il est tué à lui. Ah, Ils ont fait du mal à mon grand-père. Ils ont fait beaucoup de mal à ce frère. padrino, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? On va chercher le mal que c'est de Pourquoi? Pourquoi il faut qu'il va chercher la famille au couple? Ils ont tué tous les quatre. Ouais. Et ce type-là, il peut les descendre tous les quatre. Parce qu'il a mangé le survivant. Bonsoir. Depuis 1983, je travaille à faire la mythologie de Sète dans le passé, le présent et le futur. Et ce soir, je vais vous raconter quelques histoires. Dans le passé, au large de l'île de Sète, naviguaient des bateaux noirs pointus avec à leur bord des fridans qui naissaient et à l'âge adulte décollaient et dépassaient la vitesse de l'âme. Puis, il y eut un cataclysme. Les bateaux et les fridans qui n'avaient pas décollé coulèrent et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Jusqu'en 1984, où j'ai construit avec mon frère un fridan à roulettes et je m'ai lancé du haut de Sète pour essayer de dépasser moi aussi la vitesse de l'âme, mais je n'y suis pas parvenu. Alors, on va les redécouvrir, ces fridans, un peu plus tard, dans le futur. Et il va faire très très chaud. À 7 heures, à l'étang de Thau, tous les coquillages vont mourir, tous sauf les palourdes. Parce que les palourdes, elles s'enterrent
Et donc, elle se protège donc de cette chaleur qu'il y aura, quoi. Et ils vont construire une grosse palourde à roulettes géante qui va ensuite amener à l'étang pour aspirer donc l'eau, le sable et les palourdes encore vivantes et hop, le ramener à leur canal. Ils vont faire ça de nombreuses fois quand même, hein, jusqu'à ce que, en fait, de plus en plus, ils vont creuser pour aspirer d'autres palourdes, quoi. Et en fait, ils vont découvrir des têtes de Frida, donc de la mythologie du passé, vivantes, seront vivantes certainement. Et en se les mettant sur la tête comme ça, là, ils vont s'apercevoir qu'ils vont pouvoir vivre sous l'eau grâce à ça. En fait, dans la vie, j'essaye de vivre comme dans les films que j'aime, en fait. Aujourd'hui, je suis venu chercher des cailloux, enfin non, pas des cailloux, des verres polis de la mer. Et en fait, je ne peux pas y aller parce qu'il y a des vagues. Donc, je ne peux pas travailler. Mais je pense que ça va être un métier du futur, ça, aller chercher des verres. Il avait les cheveux bouclés et par le sol les figures lorsqu'il n'aimait pas travailler. À cause de ça, j'aurais tout lu. Alors, là, c'est ma chambre. Et en fait, cette chambre, je l'ai commencé il y a à peu près une douzaine d'années. Au départ, c'était en fait que je voulais faire mon tombeau dans cette chambre et donc la décorer comme avait fait Don Raimondo di Sangro à Naples en 1700 et quelques. Il avait donc décoré le tombeau de sa famille dans la chapelle donc de San Severo à Naples, quoi. Cette chambre, c'est devenu une copie d'une chambre comme dans le futur, en fait, quoi, de la mythologie. Il va faire très très chaud et donc les glaciers vont fondre, la terre entière va être envahie d'eau, jusqu'à ce que la déesse de la mer elle arrive et qu'elle reconstruise Sète dans une montagne d'or, en fait. Et en fait, elles seront craintives quand même par rapport aux habitants de Sète. Elles seront craintives, mais des fois, quand même, il arrivera qu'elles se rencontrent avec un homme frigane, une fridoise, près d'un petit îlot d'or qu'il y aura à côté de Sète. Alors là, je vous montrerai un film d'une rencontre qui va se faire donc, dans le futur. Alors, donc, ils se rencontrent, alors on lui donne de l'eau, de mer, lui aussi. Après, il se mélange l'eau dans un baiser, quoi, en fait. Oh putain, on ne verra pas. Dans la famille, depuis tout petit, en fait, certaines personnes de ma famille parlent d'une histoire, en fait, qui dirait que mon arrière-grand-père était fils d'un comte, le comte Biancamano, donc. Biancamano, donc, ce comte, il porte ce nom parce que c'est un comte très célèbre en Italie, quoi. C'est carrément le cousin du roi d'Italie, c'est les cousins du roi, les Biancamano, c'est les premiers comtes de Savoie. Et donc, c'était un Français au départ, et lui, il s'appelait Hubert, et comme il avait les mains tellement blanches qu'on l'appelait Blanche-Main. On le prend un peu comme une légende aussi, cette histoire, parce que donc on n'a aucune preuve de ce qu'on avance, quoi. C'est uniquement oralement, quoi. Il a fallu aussi, avec, je me permets de dire tout ça, que bon, j'apprenne évidemment à sculpter les personnages dans le bois. Du moins, moi, j'arrive à les reconnaître, donc peut-être les gens peuvent les reconnaître. Mais en même temps, j'ai élaboré une sculpture comme ça, uniquement au départ pour arranger mon intérieur, quoi, qui a fait que, bon, tout d'un coup, ces sous-marins, ils pouvaient renfermer des personnages donc qui pouvaient raconter des histoires, et donc je pouvais rejoindre à la fois mon cinéma grâce à ça.
Et en réalité, bon, soit je rentrais carrément dans un système de cinéma normal, soit je faisais autre chose. Donc mon travail un jour s'est fait comme ça. Enfin, c'est vrai quand Aldo avait commencé à faire ses reliefs en pâte plastique, à faire ses tableaux en relief, tout ça, ben un jour, je sais pas, j'avais demandé de m'en prêter un peu. Je sais pas, une idée m'est venue. J'ai pris une assiette qu'il y avait là et j'ai fait un petit relief. J'ai fait un port. Disons, déjà, c'est vrai que j'aime bien les petites choses aussi. En même temps, bon, j'étais gamine et je faisais des petits dessins, tout fin, tout ça. J'aimais bien le côté rond aussi, le côté faire aussi quelques vagues aussi successives, enfin, avec le relief. Un rond, voilà, ça peut changer aussi. Ou ovale, tout ça, mais c'est toujours l'assiette. Voilà ce que je fais, voilà, j'en prépare pas mal. Disons, oui, comme ça, après, bon, j'ai mes personnages faits. Après, je peux construire ma scène, tous ça, mes personnages que je vais inclure à une scène sur une assiette. Quoi. Ce sont des personnages voilà, qui sont debout. C'est vraiment pour un spectacle, enfin, parce que je travaille beaucoup sur ce thème-là. Et bon, l'assiette, je crois que ça se prête bien à tout ça. Quoi. Enfin, moi, j'avais changé de support aussi, mais je suis revenue à l'assiette. Quoi. Enfin, j'aimais bien, disons, le taureau. C'est vrai que la mort du taureau, bon, c'est toujours gênant, mais moi, c'est le spectacle qui me plaît quand même. J'aime le spectacle et j'aime bien le représenter aussi. Les violons, ça c'est magnifique. Il y a beaucoup de figures là. Ah, moi, j'aime les 4 saisons de Vivaldi. E la mamma tutta pregata, vede figlia scarpettata, e la catarata possona, e la becce quando è becce, si conosce lo camena, me ne sta a passare becce, la catarata possona, e lo bice quando è bice, e c'è proprio da lo cupio. Sta le foglio. Giordano di Cartier, Raymond, Giordano Augustin, là. Dans le cinéma, il semble que c'est un film américain, tu sais, pendant la guerre. Alors il chantait ces chansons. Oh putain.